18 ans plus tard, soit 6 x 3, 18, 6, 6, 6, se tint une autre réunion d'importance au Canada. Le groupe des 666 se réunit encore une fois à Toronto à la fin de juin 1985. Mais cette fois-ci afin de finaliser les dernières étapes devant déboucher et sur la chute des nations et sur la prise du pouvoir international par les Nations Unies. But du projet mondialiste, établissement de l'occulte mondial, moyen de financement du projet, contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines, sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et l'outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser les populations. Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée dans son essence d'une multitude de réseaux divers, couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient liés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme, comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 67, abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus en définitive que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial, où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon notre propre objectif. Car, à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper.
L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi et de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. Premier point, décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable à date, en nous servant de l'invention du vidéo que nous avons financé et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse, offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. Deuxième point. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. C'était le point 3. Point 4. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses et au moment voulu à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Point 5. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières. Immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée, en ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux. Également, utilisons des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblées. Nous provoquerons donc chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. Point 6. Ce libre-échange, qui en réalité n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous tout au sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le. Pour cela, utilisons 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage reliée aux restructurations de nos multinationales. Point 7. Transférons lentement mais sûrement nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est, de l'Europe, en Russie et en Chine par exemple. Nous nous fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre esclave, à bon marché et non syndiquée. Main-d'œuvre que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international et de notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter.
Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Point 8. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale, à l'échelle mondiale, qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. Point 9. Par cette économie indépendante n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture. Mais nouvelle culture nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image, ou bien ne pourront survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. Point 10. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. Point 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, c'est-à-dire libérer l'homme de sa dureté du travail. Au contraire, nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme, en asservissant ce dernier à notre système économique où il n'aura que le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. Point 12. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés, de sans-abri. Point 13. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. Point 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur cote de crédit international, de la préservation impossible de la paix sociale. Point 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. Point 16. Deuxième grand point, l'aurore rouge. L'aurore rouge, but du projet mondialiste, établissement de l'occulte mondial. Moyen de financement du projet, contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Première partie. Point 17.
ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour service rendu, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Point 18. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations. Sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues, dépourvus de conscience et de morale, et déjà tout entraînés et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Point 19. Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. Point 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux dans l'avenir ne soit suffisamment puissant, indépendant, pour remettre en question notre pouvoir mondial. Point 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. La frustration aidant, et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale au plus tôt afin de protéger à tout prix la paix. Point 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires, créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États, croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Point 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour les affaires civiles, les criminels, individuels, et l'autre pour les nations. Point 24. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous accélérerons le plan Alpha, mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan, à l'origine, visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. À savoir, par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle, ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social, donc l'augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer
frères, les fondements de ce contrôle les armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les nouvelles lois mises en application à l'époque. Lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. Point 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, phase expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Cette phase oméga et ces expérimentations renferment la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques. Les changements de climat entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions des terres agricoles, la dénaturation par moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée, et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela, frères, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu par nous de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations l'y poussera sans restriction. Point 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Point 27. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, aux mensonges, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créés au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, qui sont des plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation, à savoir les restrictions budgétaires, tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial. Fin du document, fin juin 1985. En conclusion, alors, ce protocole de Toronto 666, mythe ou réalité? Ce serait comme de demander si le meilleur des mondes était lui aussi un mythe ou une réalité, même s'il s'agit d'un roman. De même pour 1984. Pourtant, son auteur a lui aussi eu accès à des documents d'époque pour le créer. Cet auteur, c'est Serge Monast. Serge Monast savait bien que la révélation, la diffusion des informations qu'il possédait, mais sous une autre forme que celle du roman, aurait éveillé chez les populations beaucoup plus de méfiance que d'acceptation. Et combien d'autres auteurs ont dû, eux aussi, user du même stratagème pour avertir leurs contemporains et les générations futures. Alors, le protocole de Toronto 666 et l'aurore rouge, mythe ou réalité? L'urgence de la situation actuelle, c'est engendrée par le début des restrictions budgétaires qui marquent le commencement de la fin, la réalisation proche du nouvel ordre mondial occulte. Cette urgence ne permettrait-elle pas la rédaction d'un roman, ce qui aurait pris trop de temps dans le contexte présent? Mais l'impact provoqué quant à la révélation de ces documents est tout de même important, car leur publication aura pour effet de placer sur la défensive ceux qui en sont à l'origine.
Ce qui est souhaité ici, c'est qu'au-delà de la désinformation véhiculée et entretenue par des politiciens sans scrupules et par des gens apeurés face à la possibilité de perdre des intérêts personnels, chaque lecteur puisse réfléchir, se regrouper avec d'autres semblables à lui et prendre maintenant des moyens pour survivre face à ce qui vient. Même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations comme celle-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations. Alors, le protocole de Toronto 666 et l'aurore rouge, mythe ou réalité? À vous de répondre. À vous de voir dans les événements récemment passés et futurs si ces documents appartiennent au domaine de la fiction ou de la réalité. À vous de réaliser que la peur n'a d'autre objet que de vous paralyser et de vous placer à la merci de ceux qui ne veulent que vous contrôler pour mieux vous asservir selon leurs intérêts, qui en fin de compte ne sont pas les vôtres. Alors, le protocole de Toronto 666 et l'aurore rouge, mythe ou réalité? Fin.